Bonsoir à tous. Je vous remercie d'être présents pour une soirée de folie. On va parler de facture électronique, donc de facture. On va se plier en deux, n'est-ce pas? Non, trêve de plaisanterie, ça va être très sympa, vous allez voir. Et en plus, il y a une petite surprise à la fin. Je ne vous en dis pas plus. Je vais vous faire une petite introduction, comme je dirais presque comme d'habitude, et ensuite l'équipe de Penny Lane prendra la relève pour vous expliquer quelque part la disparition progressive de la facture, pour l'apparition d'une nouvelle. La première étape, c'est la facture électronique. Je pense que c'est une bonne chose pour votre entreprise. Ça va vous faire gagner du temps, de l'argent, et ça va nous permettre de travailler avec un tableau de bord précis. Autrement dit, c'est une bonne réforme. L'étape numéro 2, la seule chose qui peut vous bloquer, c'est le temps et la sensation de ne pas avoir l'expertise. Alors, concernant la sensation de ne pas avoir l'expertise, je vais essayer de vous rassurer. Si vous savez faire une facture PDF, vous pourrez facilement faire une facture électronique. Il y a plein de vidéos YouTube qui nous montrent pas à pas comment faire. C'est super simple, donc pas d'excuses sur l'expertise. Concernant le temps, vous connaissez peut-être cette histoire de la roue carrée. Alors voilà, c'est un homme avec ses 2 chevaux qui transportent des cailloux en les faisant rouler sur des roues carrées. Un vendeur l'arrête en lui proposant des roues rondes. Sa réponse automatique: je n'ai pas le temps de les installer, laisse-moi continuer. Et il continue avec ses roues carrées à perdre un temps fou. Donc oui, ça va vous demander du temps, mais ça vous en ferait gagner plus. N'attendez pas que l'on vous force à changer de roue. Allez-y maintenant. Pour cela, il va falloir procéder à plusieurs étapes. 1. Choisir votre plateforme agréée. Vous devez passer par une plateforme agréée, immatriculée par l'État. Penny Lane vous en dira un peu plus sur ce que signifie immatriculé. C'est obligatoire pour recevoir les factures, et c'est elle qui assure l'échange et la transmission des données utiles. Nous, on vous conseille Penny Lane, et c'est pour cela d'ailleurs qu'on les a invités. 2. Faire l'inventaire de vos flux de facturation. Ce sont les informations qui nous permettront finalement de bien piloter vos données chez nous et de mieux vous aider. Évidemment, vérifiez que vos outils soient compatibles. Il faudra vérifier que vos outils soient compatibles avec la facture électronique. En 3, cela va aussi vous permettre de vérifier la qualité de vos données, clients et fournisseurs. Et enfin, en 4, vous allez pouvoir conserver vos documents plus facilement. Et pour moi, vous l'avez compris, c'est une bonne réforme. On a changé de nom il y a 1 an pour finalement se détacher du pur cabinet comptable et devenir un cabinet de conseil à forte valeur. Pour nous, réclamer vos documents, je vous avoue que ce n'est pas ce qui me fait rêver et ce n'est pas du conseil. Et je sais très bien que ranger, trier vos documents comptables, ce n'est pas ce qui vous fait rêver non plus. Eh bien, ça sera du passé. Donc ce temps, on va pouvoir l'investir à autre chose, à faire autre chose. On pourra vous conseiller, vous montrer comment mieux piloter votre entreprise et ne pas perdre de temps avec vos documents. Maintenant, la seule chose dont on a besoin, c'est de votre implication dans ce changement. C'est une obligation, la facture électronique. Donc vous n'avez pas le choix. Mais une obligation peut se prendre de 2 manières. Soit c'est un boulet que l'on traîne derrière soi, soit c'est une source de motivation qui vous pousse à l'amélioration. Alors s'il vous plaît, ne prenez pas l'option boulet. Voilà, et pour vous motiver ce soir, nous aurons 2 invités. Vous allez passer 1 heure avec les représentants de Penny Lane pour parfaitement mettre en place la facture électronique chez vous. Et après cela, 5 personnes extraordinaires vont venir. Vous leur donnez un mot, ils vous pondent un sketch. C'est là la prod, ils sont géniaux. Je crois qu'ils se préparent juste derrière. Bon, je vous précise, Penny Lane parle de facture électronique, et là la prod, c'est l'improvisation. Donc
Donc n'allez pas demander une impro à Penny Lane en donnant un mot comme serrure. En attendant un sketch. Vous allez être déçus, je pense. Allez, on commence à parler facture. Penny Lane, merci pour votre temps. Je vous laisse prendre la main. Allez. Passez tous une belle soirée et on est comme toujours heureux de vous rassembler. Bonsoir à toutes et à tous. Donc on est venu à deux, comme vous avez pu le voir. Ça c'est Aurélien. Il est responsable régional pour Penny Lane et moi je suis Albin. Je suis chef de projet pour la région. Alors en règle générale, j'accompagne les cabinets comptables dans la migration, donc la migration des données, l'adoption sur Penny Lane, et puis la dernière partie qui va vous intéresser un petit peu plus, c'est l'embarquement client. Donc là, l'embarquement client, on va vraiment parler avec le cabinet de comment vous accompagnez au mieux, quelle stratégie on va mettre en place pour vous donner l'outil qui va convenir le plus à votre activité et à se préparer pour la RFE. Ouais. On vous remercie toutes et tous pour votre mobilisation sur cette soirée. C'est longtemps, cette réforme elle a été repoussée. Aujourd'hui, elle est actée, hein, elle arrive rapidement. Le 1er septembre 2026, vous êtes toutes et tous concernés par ça. Avant de commencer, pas d'alerte. Parce que grâce au cabinet Stratéine et le choix de Penny Lane, vous êtes déjà prêts pour cette réforme. Donc vous êtes prêts technologiquement, vous êtes outillés. Je pense que les meilleurs interlocuteurs pour vous sont vos interlocuteurs cabinet. Mais en tout cas, voilà, vous êtes déjà prêts pour cette réforme grâce au cabinet. Donc si tu peux... Ouais. Voilà. On va aborder quatre grands thèmes, plus ou moins longs. On va parler de la réforme, concrètement, qu'est-ce que c'est une facture électronique, comment ça va se passer, quelles sont les dates, comment ça va être déployé, un petit peu aussi l'environnement, parce que vous êtes sûrement beaucoup sollicité par différents acteurs, les banques notamment. On va voir que pour vous, certes, ça peut être une contrainte technologique de se digitaliser un petit peu, mais c'est aussi une opportunité pour vous, chef d'entreprise. Ensuite, on va vous parler un petit peu de l'univers des plateformes agréées, ce fameux tuyau qui va communiquer auprès de la DGFiP. C'est là où on va vous parler un petit peu de Penny Lane, et on va finir sur comment ça fonctionne concrètement pour vous. Voilà, ça c'est le glossaire. Imprégnez-vous-en parce qu'on va utiliser plein de mots barbares comme PDP, PA, OD, SC. Ce qu'il faut retenir, c'est que anciennement on parlait de plateforme de dématérialisation partenaire. Aujourd'hui, on parle de plateforme agréée. C'est ce fameux tuyau, pour vulgariser un petit peu la chose, ce fameux tuyau qui va déclarer la TVA à la DGFiP. Le PPF, concrètement, c'est l'annuaire. Vous êtes toutes et tous inscrits et référencés avec votre sirène, votre numéro intra. L'OD, opérateur de dématérialisation, aujourd'hui c'est solutions compatibles. Qu'est-ce que c'est? C'est votre logiciel de gestion facturation que vous utilisez au quotidien. Ça peut être Penny Lane, ça peut être Dext, MEG, Sage, peu importe. Et ensuite, en bas à droite, ce sont les 3 formats de factures qui sont supportés dans le cadre de la réforme de la facturation électronique. Voilà, réforme majeure. Concrètement, ça concerne tout le monde. Toutes les entreprises assujetties à TVA ont le devoir de choisir une plateforme agréée au 1er septembre 2026. Je mets les pieds dans le plat tout de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour vous, entreprise, chef d'entreprise, si vous ne choisissez pas de plateforme agréée pour communiquer auprès de la DGFiP, la DGFiP peut vous imposer des amendes. Je crois qu'il y a 2 mois de tolérance de la DGFiP, donc ce sera les mois de septembre et octobre, mais si vous ne choisissez pas de plateforme agréée au 1er septembre 2026, ils peuvent vous imposer une amende de 500 €, et ensuite ça monte un crescendo, ça va jusqu'à 1 000 €, je crois que c'est plafonné à 1 500 €. Et on va le voir dans des cas particuliers, mais par exemple pour les personnes qui doivent faire un e-reporting, donc les personnes qui ont de la clientèle particulière ou qui font de l'international, vous êtes obligé de remplir un e-reporting et de déclarer un e-reporting. Vous pouvez aussi avoir des amendes sur les délais de déclaration, mais ça on y reviendra un petit peu après. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette réforme, elle est européenne. En termes d'avancée, nous, la France, on est à peu près dans les mêmes standards que l'Allemagne. L'Italie est passée à la facturation électronique il y a un petit moment déjà. Ça a permis de digitaliser les cabinets comptables, mais aussi et surtout les entreprises italiennes.
Alors, au-delà de récupérer de la TVA, de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État français, cette réforme de la facturation électronique, elle a aussi d'autres objectifs, comme de sécuriser les transactions. Vous pourrez vous rapprocher de votre cabinet, mais qui vous fera une démonstration, mais vous allez pouvoir entre guillemets dénoncer une facture parce qu'il y a une suspicion de fraude, et donc du coup la DGFiP étudiera cette fraude. Il pourra sortir des entreprises fallacieuses de cet annuaire. Et il a aussi un troisième objectif, c'est d'avoir un petit peu un état de santé des entreprises françaises, parce que sur la période Covid, l'État a donné beaucoup d'argent aux entreprises. Aujourd'hui, ils ne savent pas vraiment nous donner un état financier de ces entreprises-là. Donc, c'est aussi un des enjeux. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que l'idée de tout ça, c'est qu'à horizon 2030 à peu près, c'est que les transactions à l'international soient plus simples. Demain, que vous allez avoir des transactions d'achat ou de vente avec l'Italie, avec l'Allemagne, avec l'Espagne, le Portugal, c'est que voilà, ces transactions-là soient simplifiées, et que ce fameux tuyau, cette plateforme agréée, aujourd'hui, elle va vous servir au niveau national, au niveau français, mais demain, à horizon 2030, elle vous servira dans un environnement européen. Ouais, je pense que là, ce qu'on voit ici, ce qui va peut-être le plus vous intéresser, et ce sur quoi il sera intéressant de zoomer, c'est les bénéfices pour vous. Parce qu'effectivement, on l'a dit tout à l'heure, hein, dans un premier temps, ça fait un petit peu peur. Il y a cette partie adoption, comme on va être sûr d'être en règle. Comme Aurélien l'a dit, au final, vous êtes au bon endroit parce que vous avez un cabinet qui est bien accompagné. Donc, l'idée, c'est de voir un petit peu après, de se dire, mais quels vont être les bénéfices pour moi ? Dans quelle mesure je vais pouvoir gagner du temps, gagner en efficacité. Et tout à l'heure, on parlait un petit peu de la boîte à chaussures. Là, moi, j'étais comptable avant, hein, j'ai travaillé en cabinet, donc je comprends très bien cette sensation de recevoir la boîte à chaussures avec tous les reçus. Finalement, ça nous prenait énormément de temps, et puis il n'y avait pas vraiment de valeur ajoutée. Nous, le gros intérêt dans cette réforme, nous, cabinet, c'est de pouvoir réussir à gagner en efficacité et vous donner de la data, réussir à aller un petit peu plus finement sur les sujets et vous apporter du conseil et aller un petit peu plus loin dans ce conseil avec vous. Donc ici, on voit efficacité, optimisation des processus de facturation. Clairement, hein, on réduit le papier, on a un lien beaucoup plus direct avec son expert comptable. Réduction des coûts, moins de dépenses liées à l'erreur humaine, à la gestion. Pareil, moi j'ai été dans les entreprises aussi, hein, j'ai travaillé des deux côtés, j'ai géré des comptables d'entreprise, l'erreur humaine ça arrive, le contrôle plus fin. Aujourd'hui, grâce à un outil qui est beaucoup plus rapide, dès qu'on a une facture qui rentre, ça a un impact, on peut la contrôler, on peut avancer avec vous. Paiement des factures plus rapides, ça après on parlera peut-être pas tout de suite du compte pro, mais il y a énormément de solutions dans Penny Lane, au-delà de la RFE, qui vont vous permettre de gagner en efficacité. Et tout ça, finalement, c'est tout un environnement clé en main qui va vous permettre d'avancer. Et pour finir sur ça, quand on parle de réforme de la facturation électronique, on parle de TVA, de déclaration de TVA. Et nous, chez Penny Lane, on a toujours poussé pour que ce soit les cabinets d'expertise comptable qui soient les référents et les tiers de confiance de cette réforme. Moi, demain, si j'avais une boîte et que je parlais de déclaration de TVA, je penserais tout de suite à mon expert comptable et pas à mon banquier ou à un autre interlocuteur. Ouais. Donc, deux grands piliers, j'en ai parlé un petit peu avant, mais on parle de... Alors, il y a beaucoup de termes anglais, mais ça, c'est pas nous, ça reste la DGFiP. On parle de invoicing, donc c'est la réception de factures et l'émission de factures. Et on parle aussi de e-reporting. E-reporting, c'est ce que je vous ai dit, je vulgarise un petit peu la chose, c'est remplir ce fameux tableau. Je prends l'exemple, je suis un restaurateur, voilà, j'ai une caisse, j'encaisse toute la journée mes clients particuliers. Le soir, je clôture mon Z de caisse. Du coup, mon Z de caisse, il va remonter automatiquement dans mon e-reporting, dans mon tableau, pour déclarer à la DGFiP toutes mes transactions que j'ai faites toute la journée. C'est ça le e-reporting. Et dans le cadre de la réforme de la facturation électronique, ce reporting, il doit se faire par décade. Donc tous les 10 du mois, tous les 20 du mois et le dernier jour du mois. Voilà. Par exemple, nous, chez Penny Lane, on a poussé le e-reporting un peu plus loin. C'est que pour vous éviter de vous prendre de la bande passante, que vous oubliez de faire ce e-reporting, ce genre de choses, l'outil Penny Lane pousse le e-reporting à la DGFiP tous les 7 jours automatiquement. Voilà. Vous avez juste de votre côté le soin de vérifier ce e-reporting, vérifier ce set de caisse, et nous on le poussera automatiquement.
Donc ça, je me permets une petite parenthèse là-dessus. Pour un restaurateur, hein, par exemple, si vous avez un outil de caisse aujourd'hui qui est prêt à faire remonter la data, nous on est capable de se connecter à cet outil en API. Donc tout le flux va arriver du côté de Penny Lane et tout ce e-reporting, en fait, de notre côté, même si la deadline est un peu plus lointaine, hein, on est déjà prêt. On est déjà prêt, en fait, à mettre en forme un tableau de e-reporting. Donc vous avez votre outil qui va venir alimenter Penny Lane et le tableau sera envoyé tous les 7 jours. Donc, comme je le disais tout à l'heure, pour le moment, on est en réception. On va peut-être aller un peu plus là-dessus. Pour le moment, on est en réception. Par la suite, on sera en émission avec le e-reporting. Et ça, c'est déjà calé de notre côté aussi. Ça va être obligatoire. Absolument. Et comme disait Aurélien tout à l'heure, donc tout ça, c'est des choses qui sont obligatoires. Et si vous ne suivez pas cette réforme, il y a des sanctions financières qui s'appliqueront. Ouais. Ça veut dire que si nos caisses sont à jour, mais qu'on ne peut pas déployer ça, en fait, il faudra investir. Oui, Il faudra que vous ayez un outil qui est prêt effectivement pour le RFE. effectivement, c'est une bonne question. Madame demandait si j'ai pas un outil qui est adapté à la réforme de la facturation électronique, est-ce que pour moi c'est une obligation? Ah oui, c'est une obligation pour vous de repenser un petit peu votre environnement informatique, votre environnement digital pour se dire est-ce qu'il est adapté à 2026? Est-ce qu'il est adapté à 2027 pour mes obligations DGFiP? Et je pense que le tiers de confiance, encore une fois, dans ce questionnement, c'est votre cabinet comptable. Je pense que lui, vous pouvez le solliciter, il vous fera un audit digital de l'entreprise. Il va vous dire pas de souci pour toi, tout est interopérable, tout est connectable à Penny Lane pour faire remonter la DGFiP. Ou alors il va vous dire, tu vois, tel outil, il est obsolète, il sera pas prêt technologiquement pour 2026 ou 2027. Donc là, je te conseille de travailler avec tel partenaire. Ouais. Et je reviens peut-être juste rapidement sur ça. Moi, j'ai vu beaucoup de clients finalement qui avaient ça, un opérateur de dématérialisation. On avait Henri, on avait plein de solutions en fait pendant un moment qui vous disaient nous on est prêt, on est une PA. Alors attention, ils sont prêts, c'est-à-dire qu'ils font des factures électroniques, mais ils ne sont pas une PA. Ils sont simplement cette partie. Et là ici, avec Penny Lane, grâce à Stratégie, vous allez avoir cette plateforme agréée. Donc vous, faites attention à avoir bien l'outil métier que Penny Lane ne propose pas forcément. Assurez-vous que c'est un outil qui est compatible, que c'est bien une solution compatible pour se connecter à Penny Lane. Et ça, effectivement, Stratéine sera capable de vous répondre sur ces points-là. Je passe à on peut passer. Alors voilà, ça c'est l'agenda de la réforme. Je le répète, aujourd'hui l'agenda il est figé. Il n'y aura pas de décalage, il n'y aura pas de délai, c'est bien celui-ci. Donc 1er septembre 2026, je pense pas qu'il y ait des ETI parmi vous. Vous tous et toutes aujourd'hui, une obligation de réceptionner 1er septembre 2026 des factures dans le cadre de la réforme de la facturation électronique. C'est-à-dire que vous allez recevoir des factures des grandes entreprises françaises. Voilà, c'est votre obligation dans un premier temps. Ensuite, 1er septembre 2027, vous avez l'obligation, cette fois-ci, d'émettre des factures. Et donc de transmettre des factures via ce tuyau, via cette plateforme agréée. Voilà, retenez-le bien. Alors, ça, c'est un peu en lien avec ce que disait Albin sur, voilà, aujourd'hui, il y a des solutions comme Henri, etc., une facture électronique, dans le cadre de la RFE, réforme de la facturation électronique, c'est bien plus qu'un PDF. Aujourd'hui, si vous me dites, voilà, moi je facture sur Excel ou sur un bloc Hexaconta, demain, ok, je vais m'adapter, je vais faire un PDF, je vais l'envoyer par mail, ce ne sera pas ça, ça va beaucoup plus loin que ça. Une facture électronique, c'est quoi? C'est un fichier PDF, certes, mais à l'intérieur de ce fichier, en fin de compte, il y a des données. Donc, il y a des données de votre entreprise avec le numéro de sirène, l'adresse, ce genre de choses. En fin de compte, ce sont des données, c'est de la data, ce qu'on appelle, il y a 3 formats, C2I, FactureX, et le dernier, c'est UBL. On le voit après, non? Bref, oui, c'est un 3e format. C'est ça. Donc, il faut que vous ayez un outil de gestion facturation qui soit adapté, qui soit technologiquement prêt pour générer des devis, des factures au format FactureX. Et donc nous, je rebondis juste là-dessus, on a choisi le format FactureX.
Il y a d'autres formats qui existent. En tout cas, de notre côté, c'est le FactureX. On est prêt dans ce format-là, mais effectivement, comme disait Aurélien, on ne peut pas la créer soi-même. On a parfois des éditeurs, des SC, comme on a vu tout à l'heure, qui le font de leur côté, qui arrivent à créer des outils. Ils peuvent réussir à valider le cahier des charges et devenir une solution compatible. C'est possible, mais c'est quand même assez compliqué. Donc, on va le voir après, l'environnement des plateformes agréées. Il y a 114 plateformes agréées. Tout le monde se revendique meilleure plateforme, la plus adaptée, etc. On verrait technologiquement, c'est pas forcément le cas. Aujourd'hui, il y en a 114. Je pense que demain, il y en aura beaucoup moins. Donc voilà, il faut essayer de, je pense, suivre les recommandations de votre cabinet, ne pas céder aux sirènes voilà, d'acteurs qui vous sollicitent. Parce que voilà, ça peut vous engager sur plusieurs années, ça peut vous faire des coûts exorbitants pour vous, chef d'entreprise. Donc encore une fois, voilà, rapprochez-vous du cabinet qui saura vous tenir la main dans cette réforme. Ça on peut passer, on en a pas un peu parlé. Voilà. Alors, normalement, on parle de schéma en Y. Bon là c'est un schéma en T, peu importe. Ce qui est important en fait c'est la ligne qui va redescendre ici. En fait je pense que ce livrable il vous sera peut-être envoyé par la suite. Voilà, il vous sera envoyé par la suite, donc vous allez pouvoir le voir plus précisément, notamment les personnes du fond. Mais en gros à gauche ça peut être vous, vous émettez une facture. À droite c'est la personne qui réceptionne la facture. En fait ce flux il circule via une plateforme agréée, via un fameux tuyau, voilà, entre le vendeur et l'acheteur. Et ce qui est intéressant, c'est que le tuyau, il descend aussi vers la DGFiP. C'est-à-dire que un des gros enjeux de cette réforme, c'est la synchronisation. Voilà, la synchronisation des données comptables, des statuts de facture entre l'émetteur, le récepteur et le cabinet comptable, pour que ce soit la même chose qui soit déclarée à la DGFiP. Parce que si vous n'avez pas des outils qui communiquent bien entre eux, qui soient interopérables, qui soient connectés en API, une connexion informatique, pour vulgariser un petit peu la chose, vous risquez d'avoir des statuts de facture différents, donc de risquer des désynchronisations auprès de la DGFiP, donc de vous exposer à des amendes, et puis que votre relation avec le cabinet soit un petit peu parasitée avec des mauvais choix d'outils métiers pour vous côté entreprise. Il y a un risque supplémentaire que je vois aussi dans tout ça avec cette potentielle désynchronisation, c'est le contrôle fiscal. En règle générale, on aime bien quand même ne pas avoir à perdre du temps, à répondre à l'administration et venir justifier les choses. Donc voilà, on essaye d'éviter cette désynchronisation et on aime bien que l'expert comptable soit maître de cette information, que la relation finalement client-expert comptable reste la plus solide et que ce ne soit pas les banques ou je ne sais qui envoient les données directement à l'administration fiscale. C'est intéressant que vous puissiez avoir ce médecin de famille du business, que vous puissiez discuter avec lui et qu'après on valide les comptes en accord avec client-cabinet. Pour que ce soit un petit peu interactif, est-ce que sur cette première partie, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que les factures peuvent être refusées? Alors la question c'est est-ce que les factures peuvent être refusées? Alors oui, par défaut, comme une facture classique papier, votre facture dans le cadre de la RFE, elle sera acceptée. Par contre, vous avez le devoir de contrôler cette facture et vous pouvez la refuser avec 3 raisons. Soit suspicion de fraude, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit parce que vous n'êtes pas d'accord sur le montant, soit parce qu'il y a une erreur de destinataire. Voilà. Et une fois que vous refusez cette facture, vous pouvez mettre un petit mot si vous le souhaitez à l'émetteur, pour vous dire voilà, moi je suis pas d'accord sur la prestation de service, sur la marchandise, sur le montant, c'est pas le taux de remise que tu m'avais appliqué, etc. Et si vous refusez pour fraude, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait une alerte à la DGFiP et ils vont venir contrôler. Mais oui, vous avez par défaut c'est accepté. Et vous avez le devoir, en tant que chef d'entreprise, voilà, de contrôler et de refuser si ça se présente. Si je peux compléter sur ça, en fait, il faut imaginer que là, vous allez avoir une boîte aux lettres dans laquelle à peu près n'importe qui peut venir mettre de courrier, donc déposer des factures. Donc vous allez avoir ce devoir de relever le courrier
et de vérifier, ok, cette facture, elle est bonne, je vais la payer, ou est-ce que finalement quelqu'un s'est amusé à essayer de mettre une facture dans ma boîte aux lettres, d'un petit montant, peut-être, en espérant que ça passe. Donc nous, on suspecte que pendant cette période-là, on risque d'avoir des sujets de fraude, et la DGFiP également. Donc c'est pour ça que on s'assure d'avoir cette option, et d'alerter, surtout au début. Hein, ce sera important que vous veniez vraiment bien contrôler tout ça, vous assurer que à l'époque, vous receviez une facture papier, c'était la même chose, hein, vous n'alliez pas prendre la facture et puis vous dire, bon, puisque j'ai reçu une facture, je la paye. Non, on va venir vérifier le service, on va venir vérifier la date, etc. etc. Est-ce que la facture est bien conforme? Et après, une fois que ce contrôle est fait, on la paye. Alors à l'époque, on avait des classeurs, on avait des factures papier, hein, on aimait bien ça, vérifier, on avait nos réflexes. Là, il va falloir mettre en place un petit peu des nouveaux réflexes de contrôle avant de valider ou non ces factures. Le délai de validation, par exemple, dans combien de temps elle a été validée? Par délai, par défaut, elle est automatiquement acceptée. Donc, Ouais. Elle est validée en fin de mois. Je sais pas, comme le petit peu en cuisine en fin de mois, c'est bien sûr. oui, Elle est dans la boîte aux lettres finalement et elle attend. c'est pas cadré par la DGFiP le fait d'avoir un délai légal pour l'accepter, pour la refuser ou même la payer. Ça, c'est. Derrière, finalement, ouais, le paiement est à 30 jours. Et voilà, c'est peut-être plutôt ces questions-là derrière qui vont faire cette limite. Si on a des factures, factures X, comment on les injecte dans Penilane? La question, c'est si on a des factures X, comment on les achète sur Penilane? Déjà générées. Oui, par exemple, si je prends un MEG, un Sage ou quoi que ce soit, vous générez sur votre outil métier une facture. Et ben, votre outil métier, quel qu'il soit, il est connecté en API, comme le disait Albin, à Penilane, à la plateforme agréée Penilane. Oui, il y a pas. Pour le moment, non. Alors, on parle de quel outil, par exemple? Si c'est MEG, c'est quelque chose qu'on vient de connecter. Et en fait, on est en train de multiplier aujourd'hui le nombre d'outils qui sont connectables en API. Nous, notre objectif, on a une API ouverte, comme on dit, désolé, on rentre un peu dans la technique, mais nous, on est 100% ouvert. Ça veut dire qu'on est d'accord pour travailler avec tout le monde. Maintenant, il faut que les acteurs en face aient envie de travailler avec nous. Hein. Ça peut être relié à des concurrents ou autre chose. Mais globalement, on est ouvert. Donc, n'importe quel outil que vous pouvez proposer, on est capable de les connecter. Pour généraliser un petit peu le propos, c'est-à-dire que aujourd'hui, si votre outil de gestion facturation est conforme à la réforme de la facturation électronique, s'il peut générer des factures X, comme le dit monsieur, et qui vous convient, c'est très bien, gardez-le. Le cabinet viendra le connecter à la plateforme agréée Penilane pour que justement ces déclarations à la DGFiP soient communes, que le cabinet ait aussi une vue sur les statuts de paiement, ce genre de choses, puisse collaborer le mieux avec vous. Mais c'est tout à fait possible. Et c'est sans surcoût, c'est gratuit. Les fournisseurs de l'étranger pour la réception des factures, comment ça se passe? Est-ce que ont l'obligation également de déposer La question, c'est si j'ai des fournisseurs étrangers, est-ce qu'ils ont une obligation? Non, en fait, ça va être de l'international. Donc, classiquement, ils vous enverront une facture par mail en PDF. Voilà. Ah, exactement. À l'inverse, si on a un client étranger, on lui envoie une facture. Il faut passer par. La même chose, vous générez votre facture sur votre outil de gestion facturation et vous pouvez l'envoyer par mail. Alors, on rentre dans l'écosystème effectivement de la facture électronique. Il faut bien comprendre que l'écosystème, c'est le e-invoicing que vous avez vu tout à l'heure et le e-reporting. La facture électronique, le concept, c'est contrôler les flux de TVA et juste ça. Il ne faut pas oublier que la facture électronique, c'est pour lutter contre la fraude à la TVA. C'est ça l'origine de la facture électronique. Le e-invoicing, c'est comme on vous l'a dit, c'est les émissions et les réceptions de factures. Donc grosso modo, c'est entre des personnes assujetties à TVA. Donc le cas pour la plupart d'entre vous, le cas le plus classique. Et si on veut lutter contre la fraude à la TVA, il fallait rajouter un point. C'est notamment le B2C et les opérations à l'international. Pourquoi? Parce que quand vous faites une opération, quand vous êtes vous-même assujetti, vous faites une opération avec un fournisseur ou un client assujetti,
il y a un recoupement qui se fait. C'est quoi ce recoupement? Il y en a un qui va avoir de la TVA collectée et l'autre qui va avoir de la TVA déductible. Et ça, c'est très fort, parce qu'à partir du moment où vous recoupez, s'il manque quelque chose, ça va sortir tout de suite. Il y a des opérations économiques où il manque une jambe, enfin excusez-moi, il manque un bras. Enfin, c'est pas mieux, mais bref. Je vous donne le B2C. Quand vous allez chez le boulanger et que vous achetez votre pain au chocolat, vous n'allez pas déduire votre TVA en tant que particulier. C'est pour ça que le boulanger, le charcutier, enfin grosso modo toutes les activités de proximité, eux, ils ne vont pas déclarer dans ces cas-là par le e-invoicing, mais par le e-reporting. Pour s'assurer que également ce point de TVA soit vu par les impôts. Et quand on est en relation avec l'étranger, c'est la même chose. En fait, c'est pas qu'à l'étranger, on ne va pas déclarer de la TVA, c'est que c'est très complexe. Ça va dépendre des administrations de chaque pays, ça va dépendre d'où est le stock, c'est plutôt des opérations très complexes. Et donc, tout ce qui est B2C et relation avec l'international, vous ne serez plus en e-invoicing, mais en e-reporting. C'est-à-dire que votre facture sera déclarée non pas, je ne sais pas comment dire, en émission, mais en e-reporting, pour que l'État prenne les mesures nécessaires pour s'assurer que même s'il n'y a pas ce recoupement de données, la TVA est bien déclarée. Voilà, donc il y a la spécificité, c'est le B2C et les relations avec l'international. C'est le cas des clients exotes TVA, mais qui sont français. Alors, je vais cadrer quand même pour faire simple, qui est éligible à la facture électronique? Vous connaissez le bon, la brute et le truand. Il nous disait à un moment donné, le monde, il y a 2 camps. En facture électronique, il y a 3 camps. Vous avez ceux qui sont pas assujettis à TVA. Je vous donne l'exemple d'une association qui touche uniquement des subventions, des dons ou des cotisations. Elle est hors champ de facture électronique. Vous avez une personne assujettie mais non redevable. Un exemple très classique, le médecin. Vous devez savoir que les médecins ne déclarent pas de TVA. Et pourtant, ils sont assujettis. Donc, on dit qu'ils sont assujettis et non redevables. Dans ces cas-là, ils n'auront pas l'obligation de mettre tout le système de la facture électronique en place. Ils auront juste besoin d'être en capacité de réceptionner la facture électronique. Et enfin, vous avez le dernier cas où on est totalement assujetti. Où là, il faudra mettre tout le process de la facture électronique en place par rapport à ce que vient de vous expliquer Penny Lane. Je redonne le micro, sinon je vais être très bavard. Des plateformes comme Chorus, Non, pas du tout. Ils auront leur plateforme agréée, publique. Non. Il y aura un lien entre, par exemple, je prends le cas de Penny Lane et le futur outil Chorus. Et on peut déléguer à un tiers le design de voiture en partie. Alors, c'est dans notre métier, c'est-à-dire on est l'intermédiaire entre notre fournisseur, et le client. On doit viser la facture avant que Ouais, c'est des cas d'usage qui sont déjà étudiés par l'ordre des experts comptables et c'est un cas d'usage qui sera intégré. On ne sait pas. Il y a encore d'éléments flous notamment cette partie e-reporting. Ça peut encore évoluer un petit peu. Il y a encore des éléments flous, mais oui, c'est un cas d'usage qui a été étudié et qui sera intégré. Et si on fait un jour, admettons, là. Il y avait madame avant. En quoi ça facilite la vie de la DGFiP dans la mesure où on est à la TVA collective? Oui. En fait, je pose ma facture, mais la facture, ça veut dire qu'elle est réglée. Et inversement, je ne reçois, ça veut dire qu'il la règle. Ouais, Les questions compliquées, c'est votre expert comptable. En quoi ça va faciliter la vie de... D'accord. oui. Alors, je vais d'abord commencer par faciliter votre vie, c'est plus sympa. La facture électronique, elle est destinée à vous libérer du temps administratif dans la ressaisie, dans la traçabilité de la facture, tout ce qui tourne autour en fait de l'administratif. C'est les études montrent qu'il y a 30% de temps à gagner et 50% de coûts à réduire. Cette information qu'on aura demain grâce à la facture électronique, normalement, elle sera beaucoup plus rapide, elle sera instantanée et qualitative. Parce que si jamais l'information n'est pas bonne, la facture n'arrivera pas au bon endroit, ou elle sera rejetée,
ou elle sera payée que partiellement. Donc d'ailleurs, c'est pour ça que l'annuaire, on en a parlé, l'annuaire a été constitué, c'est là où on va rentrer toutes les informations. En fait, le fameux schéma en Y il est extrêmement important. On va passer du PDF qu'on envoie par mail à un transfert de flux par plateforme. Donc vous allez émettre une facture qui va passer par votre plateforme, je dirais même par votre logiciel comptable, puis votre plateforme. Cette facture ensuite va passer entre les mains de l'annuaire et de la PPF, c'est ça, hein, le concentrateur de données, où là, en fait, il va y avoir un recoupement entre les données qu'il va y avoir sur votre facture et ce qu'il y a dans l'annuaire. Et en fait, l'annuaire va dire au système, bah, cette facture-là, par rapport aux identifiants qu'il y a dessus, c'est telle plateforme pour le fournisseur, c'est telle adresse, etc. Voilà. Et une fois qu'il y a ce recoupement, la facture ira au bon endroit. Mais si vous avez mal rempli l'annuaire, la facture n'ira pas au bon endroit. Et ensuite, ce fameux Y, là, quand ça redescendait en bas, bah là, c'est pas les factures qui descendent, c'est les données. Donc, c'est-à-dire, c'est la déclaration de TVA, notamment. Voilà, donc ça va fluidifier, ça va rendre l'information plus qualitative, l'information instantanée, et c'est ce qu'on souhaite tous, c'est que cette information, on va dire, propre, va pouvoir arriver directement dans les tableaux de bord. Aujourd'hui, clairement, soit qu'on n'a pas le temps de faire, soit parce qu'on n'a jamais toutes les factures au même moment, etc., etc. Demain, on aura des tableaux de bord beaucoup plus fiables parce qu'une donnée plus fiable, et donc vous aurez des outils décisionnels, plus efficients pour vous aider à gérer votre entreprise. Après, d'un point de vue DGF-IP, en quoi ça leur facilite la vie? Déjà, ils vont avoir l'information beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire que plutôt que d'attendre que nous, on fasse la compta, qu'on envoie la TVA, qu'on déclare la somme imposable, etc., là, ils l'auront en instantané tous les jours. Donc, pour piloter leur budget, c'est beaucoup plus simple. Parce que plutôt que d'avoir l'information mensuelle, ils l'auront journalièrement et, j'insiste, normalement, de façon beaucoup plus qualitative. Je ne sais pas ce qu'ils en feront, on est d'accord, hein. Mais en tout cas, d'un point de vue théorique, c'est comme ça. Après, à partir du moment où vous avez accepté la facture, elle rentre dans le système, vous ne pouvez plus l'enlever. Vous pouvez faire un avoir, vous pouvez le refuser, ce que vous voulez, mais elle est là. Donc il y a certainement d'autres implications que je ne maîtrise pas encore, mais en tout cas le système fait que on va pouvoir avancer mais difficilement reculer. Et la façon dont c'est fait, normalement, ça doit apporter une information plus propre. Voilà. Et il y a entre 20 et 25 milliards de TVA en jeu. Ouais. Et je pense que cette slide, au final, résume exactement tout ce qui vient d'être dit. Le grand objectif, donc déjà, c'est gain inhérent au traitement d'une facture papier, c'est la fameuse boîte à chaussures dont on a parlé tout à l'heure. Optimisation des ressources internes, on va avoir des gens qui vont, on gagne en efficacité, donc on va avoir des gens qui vont peut-être faire un petit peu plus du conseil. On va avoir un archivage électronique, on va réduire ces grandes pièces, moi qui m'ont beaucoup occupé pendant certaines périodes de ma carrière. Et puis digitalisation du processus d'achat, pour tout ça, en fait, avoir une donnée plus fine, plus granulaire, comme on dit, et du coup un conseil de votre expert comptable qui va être facilité. Donc tout ça, ça permet finalement, toute cette digitalisation, ça permet de savoir où est-ce qu'on en est, et surtout, idéalement, ça c'est l'objectif, hein, ça peut prendre un petit peu de temps, mais en temps réel. Et derrière, vous allez pouvoir avoir des tableaux de bord, vous allez pouvoir avoir du conseil, vous allez pouvoir travailler avec votre expert comptable sur des vrais sujets stratégiques. Si on pousse la réflexion un peu plus loin, à court, moyen terme, avec l'IA qui est intégrée dans nos outils, ce genre de choses, vous allez avoir de la donnée plus fine avec laquelle vous allez échanger avec votre expert comptable sur vos achats. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir aller challenger, vos fournisseurs, sur l'achat de matières premières, parce que vous allez pouvoir comparer cette donnée-là avec le coût de cette matière première-là en France. Donc, pour aller challenger demain vos fournisseurs, gagner un peu plus de marge, ça va être plus simple pour vous. Aujourd'hui, les cabinets, ils savent déjà faire ça. Ils savent déjà vous dire, tiens, dans votre business, je sais que dans cette région-là, on a à peu près telle situation, on savait faire un petit peu des études de marché, etc. Notre job aussi, c'est de leur fournir un outil
qui va les aider à vous aider, qui va vous aider à avoir cette information un petit peu plus fine, un peu plus granulaire et savoir où est-ce que vous en êtes. Tout à l'heure, on parlait du boulanger. Ma farine, est-ce que je la paye à un prix correct ou non? Voilà, tout de suite, votre expert comptable va être capable d'aller un petit peu challenger l'information. C'est sur ce genre de choses qu'on va pouvoir avancer un petit peu aussi, même si la DGFiP, évidemment, veut récupérer de la TVA. Mais c'est aussi sur ce genre de sujet, on peut zoomer sur le positif ou sur la complexité, mais sur le positif, il y a quand même pas mal de choses grâce à cette réforme. J'ai avancé un petit peu, je suis sur l'étape 3 où on va parler de plateforme agréée. Qu'est-ce qu'une plateforme agréée? On a parlé un petit peu avant, mais pourquoi choisir la plateforme agréée que vous conseille votre cabinet comptable? Je l'ai dit tout à l'heure, il y a 114 plateformes agréées aujourd'hui en France. Très bien. Il y a divers acteurs, des entreprises privées, des entreprises bancaires. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, il devait y avoir une seule plateforme agréée, une plateforme agréée publique, construite par l'État. Ils n'ont pas eu les moyens humains et financiers, je pense, pour aller au bout de la réflexion. Donc, ils ont ouvert à des entreprises privées. Ce qui est important de retenir, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a que 9 plateformes agréées qui ont passé les tests auprès de la DGFiP. Penny Lane en fait partie. Aujourd'hui, il y a 450 000 entreprises inscrites sur une plateforme agréée en France. Il y en a à peu près, on va dire 180 000, je pense, aujourd'hui sur Penny Lane, qui sont déjà inscrits sur une plateforme agréée. Synchronisation des données, voilà. Aujourd'hui, on est devant vous parce qu'on est partenaire du cabinet Stratéine, entre autres sur la plateforme agréée, mais sur d'autres aspects aussi. Pourquoi choisir la plateforme agréée que vous pousse votre cabinet comptable? Parce que on est toujours dans cet esprit de collaboration. Collaboration cabinet-client. Encore une fois, l'expert comptable est le tiers de confiance. Il est au cœur de cette réforme. On parle de déclaration de TVA et on en a pas un petit peu parlé tout à l'heure, mais si vous choisissez une autre plateforme agréée, par exemple, vous entendez bien avec votre banquier, c'est de votre famille, c'est votre ami ou quoi que ce soit, en fin de compte, vous risquez d'avoir une plateforme agréée qui ne va pas communiquer, déjà dans un premier temps peut-être avec votre outil de gestion facturation, mais encore pire, qui ne va pas communiquer avec votre cabinet comptable. Donc vous allez en fait travailler chacun de votre côté, vous allez déclarer en fin de compte des montants à la DGFiP qui sont peut-être différents, qui vont être désynchronisés. Donc du coup, on parlait tout à l'heure de contrôle fiscal, on parle aussi d'amende de la part de la DGFiP. Donc voilà, c'est pour ça que nous, la recommandation du cabinet, c'est de suivre cette démarche-là et de mieux collaborer avec son cabinet comptable pour 2026, mais aussi pour 2027 sur toutes les grosses échéances qui vont arriver. Est-ce qu'on peut en changer de plateforme agréée? Alors. Oui, vous pouvez changer de plateforme agréée. Alors, gros point d'alerte sur ça, il y a 114 acteurs. Donc, si je prends le cas de nous, Penny Lane, on est sans engagement et c'est gratuit. Que vous éditiez 5 factures par an ou 5000 factures, c'est le même tarif. Vous prenez la plateforme agréée pendant 2 semaines, vous voulez en changer, il n'y a aucun souci. Par contre, il y a des acteurs qui engagent sur 2 ans. La DGFiP a cadré un engagement sur 2 ans maximum. Et il y a aussi des acteurs qui facturent la plateforme agréée, qui facturent par exemple 7 centimes par facture, qui facturent 50 € les 300 factures. On voit de tout. Donc méfiance justement sur ce que vous allez signer, ce que vous allez contracter. C'est pour ça qu'encore une fois, on le martèle depuis tout à l'heure, mais le tiers de confiance, c'est bien votre cabinet comptable dans cette réforme. Parce qu'effectivement, tout n'est pas sans engagement et tout n'est pas sans surcoût. On va parler un petit peu de Penny Lane. Donc nous, on est une entreprise française. On va souffler notre 6e bougie en février 2026. On est à peu près 1000 salariés en France. Ce qui est important de savoir, c'est que la moitié de nos salariés, nous, sont dédiés au développement de l'outil. Donc, à la base, nous, on est un outil de production comptable pour le cabinet comptable, pour votre cabinet comptable. On est aussi un outil de gestion facturation pour vous, côté client, mais on a aussi créé notre intelligence artificielle, notre IA générative.
On a créé et développé notre plateforme agré, on a créé notre application mobile, notre OCR, enfin voilà, on a créé plein d'outils qui sont nativement intégrés à l'outil, qui sont voilà, sans surcoût, intégrés nativement et qui communiquent tous entre eux. On n'a pas fait de croissance externe, voilà, une entreprise française. À la base, ça a été créé à Cherbourg, donc chez nous en Normandie. Et ensuite, maintenant, notre siège, l'entreprise a un petit peu grossi. On était 450 en janvier 2025. Aujourd'hui, on est presque 1000 salariés. Donc notre siège est à Paris, dans le 9e arrondissement. Voilà pour la petite page de pub et que vous sachiez aussi voilà, quel partenaire a sélectionné votre cabinet comptable et quelle solution vous est proposée aujourd'hui. Et pour finir, moi c'est plus une partie pour toi David, si tu veux bien partager sur cette slide, côté cabinet. Alors, pour revenir juste sur ce qui est dit, pourquoi est-ce qu'on a choisi Penny Lane? Alors, il y a plein de raisons, notamment effectivement parce qu'ils sont une plateforme, ils sont PDP, et donc on visait plutôt le tout en un. C'est ça qui nous a plu, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas une constellation de logiciels différents qui nécessitent du temps, une compréhension de chacun. On a voulu un système tout intégré pour que ce soit le plus fluide possible et le plus simple possible. Concernant le tableau, alors, cartographie de vos flux. Alors, quel est le volume de factures traitées par mois, par an? Quel est le format de ces factures? Comment se répartissent? D'accord. Merci les gars. Comment il faut bien comprendre que la facture électronique, c'est pas, pour moi, c'est pas un sujet technique, c'est un sujet d'organisation. Alors évidemment, quand on a un dirigeant tout seul dans sa société ou qui a 2 salariés, en général, le dirigeant va tout faire. Mais quand vous êtes dans une société où il y a un peu plus de personnes et que vous déléguez, par exemple, la partie administrative, pour moi, le vrai sujet, c'est qui va signer, qui va rejeter, qui va payer partiellement, qui va accepter de tout payer. C'est ce qu'on appelle les statuts de facture. Ben ça change un peu les organisations, parce qu'avant, ça ne se passait pas du tout comme ça. On n'appuyait pas sur un bouton pour dire je refuse. Non, on envoyait un courrier, on envoyait un mail. Enfin bref, il ne se passait pas, c'était pas ce mécanisme qui se déroulait. Donc ça, c'est un vrai changement en termes d'organisation. En tout cas, pour les sociétés qui délèguent, qui ont quelqu'un en interne qui gère l'administratif, qui n'est pas le dirigeant. Donc ça, on pourra en reparler, mais c'est important. Après, quand on vous dit cartographie de vos flux, en fait, ici, c'est vous prenez un fichier Excel et vous allez mettre vos fournisseurs, les clients qui sont en B2C, les clients qui sont en B2B, les clients qui sont à l'international, pour justement, vous savez, disséquer un peu comme l'a dit, c'est-à-dire quand vous êtes en B2B assujetti, c'est la totalité de la facture électronique qu'il faut mettre en place. Si vous êtes en B2C, c'est le e-reporting. Si vous êtes en relation, voilà, c'est ça en fait la cartographie des flux, c'est organiser en fait son portefeuille de partenaires économiques par rapport à ces critères-là. Il ne faudra pas hésiter à nous appeler pour voilà, vous accompagner sur le sujet, sachant que relativisez bien les choses, c'est pas compliqué et on vous accompagnera là-dessus. Voilà, je vous l'explique parce qu'on me le demande, mais ça peut paraître compliqué, mais c'est pas vraiment si compliqué que ça. Derrière ça, en fait, il y aura le paramétrage de la PDP. C'est pour ça qu'on vous demande de structurer en fait un fichier Excel avec ces données-là, parce que derrière, il faudra paramétrer. Pourquoi est-ce que pour ce client-là, on sera qu'en réception? Pourquoi pour ce client-là, on sera en réception, en émission, etc. C'est pour ça que je vous demande de classer fournisseurs, B2B, B2C, avec l'international. Voilà. On pourrait y revenir. Analyse de vos processus internes. C'est ce que je vous expliquais, c'est que pour moi, c'est plus une réforme d'organisation qu'une réforme technique. C'est que derrière la facture électronique, vos relations avec vos clients et vos fournisseurs vont se standardiser, ils vont être tracés. Ça, c'est clair, ils vont être tracés. Et ce process
une facture qui part d'une plateforme A pour aller à une plateforme B. La plateforme B, donc c'est le fournisseur. Est-ce que je l'accepte? Est-ce qu'on continue le processus? Si on continue le processus, est-ce que je paie partiellement, etc. la facture? Ça, en fait, c'est ce qu'on entend derrière l'analyse interne de vos process. Alors, on gère pas des boîtes avec 300 personnes, etc. Ou plus. Donc, faut relativiser les choses. C'est quand même chez nous, nos processus sont quand même assez simplifiés puisque en général, c'est le dirigeant qui gère tout. Et quand il y a des délégations, vous nous appelez, on vous explique rapidement comment ça peut se passer. Mais l'idée ici, c'est d'accompagner la réforme pour justement bénéficier des gains. Le gain de temps, la fiabilité, la sécurisation, et ce temps que vous allez libérer, ce gain en termes de réduction de coûts administratifs, c'est autant de marge de manœuvre que vous aurez pour prospecter, pour faire du marketing, pour faire d'autres choses où il y aura peut-être plus de retour sur investissement. Après, sélection de votre PA en réception. Alors pour l'instant, on parle de réception puisque pour des sociétés comme notre taille, l'obligation qu'on a au 1er septembre 2026, c'est de pouvoir lire les factures électroniques, donc les réceptionner. Je reviens rapidement sur la facture X. Alors, comment Penny vous a expliqué, il y a 3 types de formats. Il y a le C2I, le UBL, un truc comme ça, et la facture X. Alors, il se trouve que la facture X, c'est, je crois, d'origine allemande, et c'est certainement ce qui a la préférence, en fait, de l'État. Pourquoi? Parce que la facture X, en fait, c'est, vous aurez d'un côté un langage XML, qui ne sera compréhensible que par les informaticiens, et de l'autre côté, on aura un PDF, qui sera compréhensible par nous tous. Voilà pourquoi la facture X va certainement être sélectionnée, parce que ce côté binaire va bien nous arranger. Mais le PDF en lui-même devrait disparaître, en tout cas en voie de disparition. Sélectionner la PA, parce qu'ici, en fait, vous allez partir d'une émission d'une facture, vous allez avoir votre logiciel comptable, vous allez avoir la plateforme. L'idée, c'est que quand vous recevez ou quand vous émettez une facture, c'est que la facture soit intégrée automatiquement dans votre comptabilité. Si jamais, en fait, il y avait, comment Aurélien parlait de compatibilité entre la plateforme et le logiciel, s'il n'y avait pas compatibilité, ça ne sert à rien. Si vous perdez du temps pour savoir où était intégrée votre facture, ou voir elle n'a pas été intégrée parce que ce n'est pas compatible, ça n'a pas de sens. L'avantage aussi de Penny Lane, c'est qu'ils ont créé un nombre d'API assez important, ce qui fait que plutôt d'aller marcher sur le terrain des logiciels terrain, ils se sont dit, mais nous, c'est pas notre métier de répondre à tous les métiers en quelque sorte, c'est d'aller se connecter à des logiciels métiers existants qui font déjà très bien leur boulot pour aller prendre l'information. Et donc, ce qu'il faut, c'est une plateforme qui soit compatible quelque part avec les logiciels. Maintenant, quel est l'intérêt pour un logiciel de ne pas être compatible avec une plateforme? Ils vont s'exclure d'eux-mêmes. Donc en fait, le problème, il est assez théorique. Je pense que, quelle que soit la plateforme que vous allez choisir, normalement, il y aura compatibilité avec le logiciel, sauf si la plateforme n'est pas nécessaire pour se connecter avec les autres logiciels. En l'occurrence, avec Penny Lane, normalement, on n'a pas ce problème-là. Préparation à la mise en œuvre, oui, effectivement, pour intégrer une réforme, pour en retirer le meilleur, faut la comprendre. C'est un peu vrai pour beaucoup de choses. Donc, formation de vos équipes aux nouveaux outils et processus. Donc, en l'occurrence, ça va être formation sur Penny Lane. La PDP, on en parle beaucoup, mais une fois que vous l'aurez choisi, en fait, je pense qu'on n'aura pas beaucoup d'action dessus, en fait. Tout va être j'ai envie de dire, alimenté. Il y a un process qui va se suivre. Vous, ce que vous aurez, là où vous aurez les commandes, c'est ce que je vous dis, c'est sur le statut de la facture. Est-ce que je l'accepte? Est-ce que je la rejette? Est-ce que je la paie partiellement? Est-ce que je la mets en attente? Et c'est là, j'insiste, où il faut une qualité de données irréprochable, parce que si vous remplissez mal les données dans l'annuaire et que la facture n'arrive pas chez vous, vous pouvez créer des problèmes d'approvisionnement, des retards dans les délais, créer des litiges avec vos fournisseurs parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi vous ne payez pas, en fait, vous ne l'avez pas reçu. Donc voilà, c'est ça pour moi les enjeux pour vous sur cette réforme. Mais sur la formation de vos équipes, le processus des outils, tout ça, évidemment, il ne faudra pas hésiter à nous solliciter pour vous accompagner sur l'environnement Penny Lane, en fait, pour ceux qui souhaiteraient passer par Penny Lane. Et si vous souhaitez passer par une autre PA,
On n'y voit pas d'inconvénient, même si on préfère évidemment passer par l'outil qu'on connaît. Après, c'est mon sentiment, mais les choses vont avancer, on en saura plus demain. Pour l'instant, j'ai pas la sensation qu'il y ait beaucoup de différence entre différentes PDP. Je pense que la différence, elle va venir demain, quand il y aura des services annexes qui vont s'ajouter à la PDP. Là, il va y avoir un match, il va y avoir des matchs. C'est-à-dire, quel service, pour combien, est-ce que ça m'est utile? Est-ce que ça me crée de la valeur ajoutée? C'est là, je pense, le match, il n'a pas encore lieu. Le match, il va avoir lieu quand, en fait, les PDP vont, on va dire, vont se concentrer, parce que je pense qu'il y aura des morts, hein, comme partout dans des nouveaux projets. Mais sur les PDP qui vont rester, qu'est-ce qu'ils vont faire demain avec cet outil-là pour nous faciliter la vie en tant qu'entrepreneur? Et là, à nouveau, on sera là évidemment pour vous aiguiller et pourquoi pas à nouveau peut-être ici pour vous en dire un peu plus. Et le dernier point, ce que je vous disais, c'est la mise à jour de vos bases clients et fournisseurs. Si la donnée est qualitative, vous aurez une information qualitative. Si la donnée n'est pas qualitative, ça vous causera des problèmes. Merci David. Tout est dit. On a repris un petit peu, de toute façon ça sera sur votre livrable, mais c'est les points clés à retenir, hein, que pour répondre, je crois que c'était madame, c'est est-ce que je suis obligé? Ben oui, et donc avec les dates, hein, 1er septembre 2026 et 1er septembre 2027. On peut passer, on en a parlé. Dans ce livrable, ce qui est bien, c'est que à la fin, vous avez des liens cliquables, donc notamment un lien cliquable vers le site de la DGFiP sur toute la documentation. Ce qui est bien, c'est que ça reprend aussi des cas d'usage, comme la question de monsieur, c'est voilà, moi, je vise des factures avant que ce soit payé, etc. Mais en fait, vous avez plein de cas d'usage qui sont ici. Vous avez aussi le site de l'ordre, et vous avez un petit peu de la documentation sur aussi Penny Lane pour savoir un petit peu qui on est, comment ça va se dérouler la facture électronique, un petit peu tout ce qu'on a parlé depuis tout à l'heure, depuis une petite heure. Et tout à droite, vous avez un autodiagnostic. Au-delà de l'audit digital et de l'accompagnement que peut faire votre cabinet et David, vous pouvez, vous, en autonomie, en fin de compte, marquer, voilà, moi j'ai tel outil, je suis telle entreprise, je fais du B2B, du B2C international, etc. Et ça vous fait un petit peu un mini audit, un mini diagnostic sur comment vous êtes outillé, comment ça va se passer pour vous. On va passer. Et c'est fini pour nous. Donc on est ouvert aux questions. Avec Albin, on a encore 1 minute jusqu'à 19h30. Concernant l'environnement des tests, je vais vous lancer, moi, le rendement psychologique. J'ai eu tout à l'heure une partie test, on n'a pas pu parler. Et avant de se lancer, l'émission, c'est sûr que un environnement spécifique. Oui, complètement. Alors, la question de monsieur, c'est que est-ce que moi, je peux tester mes outils métiers pour voir si je suis prêt, ou est-ce qu'il faut que j'avance avec un partenaire, quel qu'il soit? C'est une très bonne question. Effectivement, vaut mieux prendre... Alors, sur la partie réception, pardon, ça arrive vite, hein, c'est 1er septembre 2026. Sur la partie émission, on a à peu près 1 an et demi pour voir si on est prêt ou pas. Mais autant le faire maintenant, entre guillemets, essuyer les plâtres maintenant. Voilà, dès qu'on est prêt, dès qu'on a un petit peu de temps, faut s'y mettre, faut se rapprocher de son cabinet, parce que va pas falloir attendre l'été 2027 pour se dire voilà où j'en suis, qu'est-ce que je fais, qui je choisis, parce que c'est le meilleur moyen d'essuyer les plâtres pendant l'été, de faire ça en urgence, de mal le faire. Donc effectivement, autant le faire maintenant, se rapprocher du cabinet et tester son environnement métier, tester ses outils maintenant pour savoir, se dire est-ce que je suis prêt ou pas. Est-ce qu'on peut anticiper sur la partie émission? Parce que finalement, si on émet des factures qui sont au bon format, etc., on peut très bien les déposer déjà sur l'ordinateur. Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'attendre le 1er septembre 2020? La question, c'est est-ce que je suis obligé d'attendre septembre 2027 pour émettre des factures via cette plateforme agréée? Donc là où je vous contredis, si je peux me permettre, c'est que la partie réception, c'est la plus simple.
Parce qu'en fait, vous recevez dans votre environnement, dans une interface, vous recevez une facture, vous acceptez, vous refusez, vous payez. Et sur cette partie émission, oui, vous pouvez vous y prendre dès que vous êtes prêt. Enfin, nous, par exemple, Penny Lane, notre outil il est déjà prêt en réception, en émission et en e-reporting. Vous rapprochez votre cabinet est en mesure de vous montrer comment ça fonctionne dans l'outil Penny Lane. Donc effectivement, ça rejoint un petit peu la question de monsieur, c'est n'attendez pas. Voilà, testez vos outils métiers, testez-vous, voilà, soyez prêts avant les autres, faites-le dès maintenant. Bon, je vais rajouter une petite chose. Ça fait longtemps en fait que nous chez Penny Lane, on est déjà au format FactureX et qu'on fait déjà des tests. Et finalement, aujourd'hui, on a passé les tests officiels avec la DGFiP. Donc là, on est 9, je crois, PA à être validés. Il y a d'autres tests qui sont en cours et on va même demander à certains clients des cabinets de jouer le jeu, de faire des tests en réel. Donc ça, c'est la même chose. Hein. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous rapprocher de votre cabinet. On peut voir si ça peut se tester en amont. Donc si vous voulez vraiment pousser les choses très tôt, c'est tout à fait possible. Et au contraire, on va être content d'avoir des vrais participants avant la date fatidique, puisque, encore une fois, hein, c'est la date limite. Donc il faudra être prêt avant ça. Pour démarrer sur la réception, il faut rentrer quoi comme données sur Ouais, donc il va falloir, au niveau du cabinet, il va falloir que eux rentrent certaines de vos données, votre adresse email, votre numéro de téléphone, certaines données. Après, vous allez signer un mandat avec le cabinet pour une délégation, hein, que eux puissent vous inscrire en PA. Moi, j'aimerais revenir un petit peu sur tout ça rapidement. Je pense que on rend toujours les choses assez compliquées parce que ça l'est. Mais finalement, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'une fois qu'on aura sélectionné la PA, pour vous, ce sera finalement assez simple. Et en fait, on a des présentations déjà qui sont disponibles. En fait, on les a données en tout cas au cabinet, des arcades, comme on dit, où on présente vraiment ce circuit de validation de la facture, etc. Donc c'est déjà prêt. Si vous voulez demander des infos, c'est disponible dès maintenant. Donc pour la validation de la plateforme agréée, vous pouvez le faire dès maintenant. En tout cas, le cabinet peut la valider dès maintenant. Il y a finalement peu d'informations à fournir de votre côté. Ouais. C'est plutôt des bonnes questions parce que... C'est quoi les informations? Parce que Ouais. est-ce que c'est le numéro de TVA du fournisseur? Est-ce que c'est Non, pour avancer... sous forme de fichier? Non, pour la question de monsieur, c'était comment je fais pour moi pour avancer sur la partie réception de facture. C'est une bonne question aussi. En fait, il faut se rapprocher du cabinet. En fait, vous devez signer un mandat désignant le cabinet comme tiers de confiance pour vous inscrire sur une plateforme agréée. Une fois que vous êtes inscrit sur la plateforme agréée, en fait, vous êtes déjà prêt pour l'émission réception. Il faudra juste le rapprocher de votre outil de gestion facturation. Mais aujourd'hui, il y a déjà 450 000 entreprises inscrites dans une plateforme agréée en France. 180 000 sur Penny Lane. Donc, en fait, vous avez juste à vous rapprocher de votre cabinet comptable qui va vous aiguiller sur voilà, le chemin et vous montrer comment ça fonctionne. La réponse, effectivement, en fait, ça fonctionne sous forme de mandat. On a déjà fait quelques essais, donc on a inscrit quelques clients sur l'annuaire. Donc pour ça, on a besoin de votre autorisation, donc le mandat. Une fois que vous aurez signé ce mandat-là, ça nous permettra effectivement d'aller vous enregistrer sur l'annuaire, mais on rentre que vos données à vous, c'est-à-dire qu'on va rentrer votre numéro sirène, j'imagine une adresse, le nom de la société, des choses assez basiques en fait qu'on retrouve sur l'Extregalis. Et après, le recoupement, comment est-ce qu'il se fera? Parce que la facture, elle ne va pas arrêter. oui, mais vos fournisseurs vont faire la même chose. Et donc, quand la facture que vous allez émettre va partir de votre plateforme, eh ben les informations sur la facture vont se retrouver recoupées dans l'annuaire. Et dans l'annuaire, on va retrouver le fournisseur auquel s'adresse votre facture, on va retrouver sur quelle plateforme il faut renvoyer votre facture, etc., etc. Donc en fait, nous, il nous faut le mandat, donc on fera de façon... comment dire, regrouper ce process pour y passer un peu moins de temps. Et ensuite, le recoupement par rapport à l'annuaire fera là. Un petit peu plus compliqué que ça, il doit y avoir d'autres éléments. Non. Au final, c'est un petit peu comme créer une adresse postale. Vous voyez, quand vous habitez quelque part, vous avez votre nom, votre prénom et votre adresse. Et finalement, si on y pense... Ouais, mais si vous mettez une adresse d'un côté et que
l'envoyeur de l'autre ne met pas la même adresse. La facture n'arrive pas. Là, ce sera exactement la même chose. Donc, effectivement, il faut bien s'assurer que l'adresse, elle est correcte. En l'occurrence, le numéro sirène, avec le mail, et puis aujourd'hui, le numéro de téléphone, je crois toujours qu'il est nécessaire, mais je ne suis pas tout à fait sûr. En tout cas, le numéro sirène, qui est finalement un numéro unique, et qui, en fait, là-dessus, va vous permettre d'avoir cette adresse, comme une adresse postale, finalement, et vous recevrez, dans un premier temps, uniquement la réception, pas de panique, et dans un second temps, l'émission. Donc vraiment, pensez bien les choses en 2 étapes. Pour le moment, vous allez créer votre boîte aux lettres pour recevoir du courrier, des factures, des très grosses entreprises françaises. Voilà. Typiquement EDF, Orange. C'est des bonnes questions parce qu'en fait, c'est des questions. Vous avez envie d'avancer sur ce sujet-là, donc encore une fois, il faut se rapprocher du cabinet et voilà, il y a toutes les réponses en main. Il nous reste 3 minutes parce que je crois qu'à 19h40, on doit passer Juste là. un dernier point. On découvre aussi avec vous comment ça se passe. Donc, il y aura ce que j'appelle de la co-construction ensemble. Mais effectivement, je suis d'accord avec vous, il y aura des informations complémentaires parce qu'on peut très bien avoir votre siège social de votre fournisseur, mais vous pouvez très bien demander une livraison ailleurs, par exemple. Donc, forcément, il y aura certainement des options, des observations, des commentaires, des cases annexes qui nous permettra de rendre plus précis les transactions avec vos partenaires. Puis Mais- les fournisseurs qui sont à l'étranger. Oui, bien sûr. Mais je pense qu'au fur et à mesure. Oui, non, mais complètement, il y a plein de spécificités, vous avez raison. Mais on va les découvrir. Moi, comment ça? Oui, on va les découvrir, et compter sur nous pour vous informer au fur et à mesure qu'on va apprendre un peu plus sur le sujet. En cas de facturage, comment ça se passe? On se rappelle? En cas d'affacturage, pour moi, ça va pas changer grand-chose parce qu'en fait, c'est une modalité de paiement, en fait, l'affacturage. C'est-à-dire que la banque vous paie le montant de la créance qui n'est pas encore payé. Une fois que la créance sera payée, c'est la banque qui va réceptionner et donc elle vous permet d'encaisser plus rapidement sous un prélèvement de 5 à 10%. Mais je suis pas sûr que l'affacturage soit si compliqué que ça par rapport à la facture électronique. Mais c'est pareil, on va le découvrir en même temps qu'on va avancer, quoi. Oui. Dernière question, je suis désolé. Pendant la période de transition, si les fournisseurs, les clients ne sont pas sur l'annuaire, si on émet une facture, comment ça se passe en fait si le client n'est pas dans l'annuaire? Ben, tout simplement, la facture n'aboutira pas. Il faut qu'on sache si le client est dans l'annuaire ou pas pour passer par le mail ou par C'est une obligation d'être sur l'annuaire. De toute façon, si votre facture n'arrive pas, vous allez appeler le client, je pense, pas le fournisseur. L'annuaire, c'est le GPS de votre facture. Voyez-le comme ça, c'est le GPS de votre facture, l'annuaire. Et vous avez des alertes dans la nouvelle. Je suppose. Ça paraît évident, mais pareil, pour l'instant, on n'émet pas des factures X, donc on n'a pas eu ce souci. Maintenant qu'on rentre dans le vif du sujet, on est en train de remplir progressivement l'annuaire de vos données. Au fur et à mesure, on va découvrir ces points-là. Mais ça ne m'effraie pas du tout, parce que c'est des choses très basiques en fait dont on est en train de parler dans la vie économique. Donc je vous dis pas que ça paraît évident qu'ils ont prévu, mais je pense que la solution va être très rapidement trouvée parce que les sociétés du CAC 40 et les ETI, c'est le 1er septembre 2026, donc autant vous dire qu'ils vont éclairer le chemin entre guillemets. Nous on arrive derrière. C'est important en fait ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que tous ces cas un petit peu plus compliqués, on va dire, là, les plâtres, ils vont être essuyés par EDF, par toutes ces grandes entreprises qui, eux, vont être obligés de répondre à ces questions avant vous. Donc, entre guillemets, n'ayez crainte. Pour le moment, vous, c'est uniquement la réception. L'émission, il y a d'autres acteurs, des sociétés du CAC 40 qui vont déjà passer par là. Alors, je vous remercie infiniment, mais on a pris un tout petit peu de retard, donc je vous propose d'applaudir et de remercier Penny Lane. Merci beaucoup. En plus, dans la troisième partie, la troisième mi-temps, je pense que Penny va rester un petit peu. Donc, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à vous rapprocher de Penny Lane.